jour, le podcast des frictions littéraires. Comment rendre compte de la réalité de la psychiatrie en France aujourd'hui ? C'est à ce problème de santé publique, largement minimisé, que se sont attaqués avec le dessin pour l'une et l'écriture pour l'autre, l'autrice BD Lisa Mandel et l'écrivaine Joyce Ormand. Si Lisa Mandel est connue pour sa récente web-série et BD Une année exemplaire, ou pour La famille Malfa, une série de strips parus dans Le Monde qui pose un regard drôle et grinçant sur la notion de famille, elle s'intéresse depuis plus d'une dizaine d'années au monde de la psychiatrie, avec ses albums HP1 L'asile d'aliénés et HP2 Crazy 70s. De son côté, Joyce Ormand, qui n'aime rien tant que s'immerger dans des mondes différents avant d'écrire, a partagé le quotidien des soignants et des patients d'une unité de soins psychiatriques tous les mercredis pendant 1 an. Dans À la folie, elle nous plonge dans l'ambiance des hôpitaux psychiatriques, décrit les patients qu'elle croise, avec qui elle échange, détaille les traitements chimiques, le tout avec une écriture d'une précision chirurgicale et un sens de l'observation hors norme. D'un même élan, des liens se tissent entre les dessins de l'une et la narration de l'autre, dressant l'inventaire d'un système hospitalier épuisé qui se déshumanise, tout en posant la question fondamentale, qu'est-ce que la folie ? Une rencontre avec 2 autrices engagées, qui n'ont pas peur de sonder les parts sombres de notre société. Animée par Yann Nicole et enregistrée en public le 17 juillet 2021 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, lors de la 5e édition du festival Oh les beaux jours. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue pour cette conversation en compagnie de Joyce Ormand et Lisa Mandel. Bonjour à toutes les deux, mesdames. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir pour ce temps pendant lequel on va beaucoup parler de psychiatrie avec des livres qui nous immergent à l'intérieur de ces lieux, ces hôpitaux psychiatriques. Alors ce sont, on va le voir, des livres et des parcours et des travaux qui sont très différents dans la forme, dans l'approche, dans la manière. Alors avec évidemment pour vous Lisa des albums, donc du dessin, et puis un travail qui est fait aujourd'hui sur le web, on y reviendra. Et puis vous, Joy, avec un livre qui est comme ça à la frontière du documentaire et de la fiction, on y reviendra bien sûr au fil de cette conversation. Je vais dire un tout petit mot d'introduction sur l'une et l'autre, et puis on va tout de suite rentrer bien sûr dans le vif du sujet. Joy, vous êtes écrivaine, vous êtes auteur d'un certain nombre de romans, de livres, d'abord aux éditions Gallimard, chez différents éditeurs, depuis Boys, c'était au milieu des années 2000. On peut citer quelques titres, parmi lesquels Comme une bête, La peau de l'ours, et puis peut-être des livres dont on reparlera, puisqu'ils sont peut-être assez proches de ce livre-là, dans la manière. Je pense notamment, bien sûr, à des livres comme Paris, Gare du Nord, L'Inhabitable, pourquoi pas L'Inational, qui étaient vraiment des plongées, des immersions comme ça dans des univers, et qui provoquait chez vous, encore une fois, de la littérature, et je pense que c'est intéressant de s'arrêter sur cette dimension-là. À la folie, on va y revenir, c'est un livre, un roman, dans lequel vous vous êtes donné une sorte de régularité, de vous plonger dans la réalité d'un hôpital psychiatrique pendant 1 an, de manière régulière, avec des témoignages recueillis auprès des soignants et des soignés. Et le livre est constitué comme ça à la fois de la voix de la narratrice ou de la voix de l'auteur, et puis de la voix de ces personnages-là qui nous donnent à voir leur réalité, mais aussi, je dirais, leur passé et peut-être un futur possible. Un livre qui parle beaucoup aussi, il me semble, de la langue et de la manière dont le langage s'inscrit précisément dans cette réalité. Lisa, vous êtes auteure, scénariste de bande dessinée. On vous connaît bien sûr pour La famille Malfa, pour Une année exemplaire. Vous avez publié ces 2 albums aux éditions L'Association, qui s'intitulent donc HP, le tome 1 qui s'intitule L'asile d'aliénés et le tome 2 Crazy 70s, des livres qui reviennent comme ça sur, je dirais, une assez longue période, la fin des années 60, et pendant 2 décennies à peu près, peut-être un peu plus, on reverra ça un peu dans la précision, et qui se base sur des témoignages. Vous racontez ça au tout début du premier album, de membres de votre famille, de gens que vous avez rencontrés et qui ont témoigné de leur passé d'infirmiers dans des hôpitaux psychiatriques. Et c'est finalement une sorte de parcours comme ça à travers leur histoire personnelle, leur parcours individuel, mais aussi un regard porté sur l'évolution de la psychiatrie au fil de ces années. Et on reparlera bien sûr du travail que vous êtes en train de faire dans la continuité aujourd'hui
peut-être plus sur des modes alternatifs de traitement de la psychiatrie. Voilà pour cette courte introduction. Peut-être, Lisa, on va commencer de manière, entre guillemets, chronologique avec HP et avec ce premier tome. Je le disais, une manière de s'inscrire dans les témoignages les mouettes sont parmi nous, c'est magnifique. Peut-être nous dire un mot de la manière dont vous avez construit ça. À la base, il y a les témoignages des membres de votre famille qui ont travaillé, je crois, ici à Marseille, en hôpital psychiatrique. Quelle était la démarche? Un petit mot pour planter le décor. Alors, moi, j'ai grandi effectivement avec des parents, enfin avec une mère et un beau-père qui travaillaient en hôpital psychiatrique à la Timone et qui étaient donc infirmiers psy. Et donc, j'ai grandi avec des récits d'anecdotes de leur... de leur métier. Et donc, il y avait quand même des histoires qui étaient assez extraordinaires. Et je m'étais toujours dit, et puis même, voilà, ma mère a quand même un gros talent de conteuse aussi. Et du coup, je m'étais toujours dit, un jour, je ferai un recueil de toutes ces anecdotes. Et vraiment, avec beaucoup de naïveté, je me disais, ah là là, on va bien rigoler, des histoires de fous. J'étais vraiment à ce niveau-là de réflexion. Et puis, en fait, un jour, je l'ai fait. Donc je me suis mise en fait à interviewer ma mère et mon beau-père et je trouvais qu'ils avaient du mal à se rappeler, que ça restait un peu en surface. Et du coup, je me suis dit tiens, je vais aussi interroger des amis à eux et je vais faire des groupes en fait. Donc il y avait ma mère, mon beau-père et puis j'ai commencé à interroger des amis à eux que moi je connaissais depuis la petite enfance aussi, que je connaissais très bien. Et à 4-5, d'un coup les souvenirs sont remontés. Et là, en fait, une réalité est apparue, qui a été comme une douche froide pour moi, c'est de voir que derrière les anecdotes, il y avait une réelle souffrance de la part des personnes qui étaient hospitalisées à cette époque-là. Et il y avait aussi un réel témoignage historique, puisque eux sont arrivés à la psychiatrie à la fin des années 60. C'est vraiment les 68ards, quoi. Ils sont arrivés là avec des nouvelles idées. C'était le début de la formation d'infirmiers en psychiatrie. Donc, ils avaient, par exemple, on leur avait montré Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui était un film de référence dans leur formation. Ils sont arrivés avec des idées nouvelles. Et là, en fait, ils sont arrivés dans une institution où il y avait des infirmiers plus âgés qui, eux, avaient été recrutés parfois juste à la force du poignet, c'est-à-dire avaient été recrutés en fonction de la taille de leur biceps. On en était là. Donc, en fait, ils se sont retrouvés à coexister avec des infirmiers d'un autre temps dans des services psychiatriques d'un autre temps. Parce qu'il faut voir que la Timone, pendant longtemps, il y a eu deux services. Il y avait le service qui était un ancien couvent et qui était de la vieille pierre, qui était dans un état de délabrement extrême. Et d'ailleurs, ma mère me disait, si tu veux visualiser à quoi ça ressemblait, pense aux images qu'on a d'Auschwitz. Et je pense qu'elle n'était pas loin de la réalité, ce n'était pas d'exagération. Ils devaient doucher les patients à l'eau froide l'hiver. Il y avait 1 mort par jour. Enfin, c'était vraiment... Et à côté de ça, coexister des services de pointe avec plus un décor comme on le connaît aujourd'hui, avec du préfa, avec des murs blancs, avec des plantes vertes. Et du coup, ce qui était étonnant, c'est que c'est pas une époque n'a pas chassé l'autre. Ils se sont retrouvés à naviguer entre deux façons de faire, entre une espèce de modernité, puis comme ça l'a été dans les années 70 avec tous ces excès, c'est-à-dire avec aussi les limites de l'expérimentation, de l'antipsychiatrie, des espèces d'expériences un peu foireuses qui ont pu avoir lieu, et puis cette psy traditionnelle, mais qui ne rejetait pas complètement non plus, parce que voilà, donc on est dans un espèce d'entre-deux, et donc en fait je me suis retrouvée aux prises avec une histoire passionnante, et puis je me suis retrouvée sans le savoir à faire de la sociologie, quoi. Et du coup voilà, cette petite succession d'anecdotes est devenue un objet qui m'a un peu dépassée et qui est devenu ces deux livres. Ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont vous décrivez au début du premier tome, finalement une arrivée de ces personnages-là, de ces personnes-là, avec une forme de naïveté très grande et une forme de stupeur finalement face à la violence, face à la manière dont ils trouvent. Et une des données aussi du livre, c'est de comprendre comment ils s'inscrivent, eux, avec leurs armes, parfois faibles, leur humanité, face à cette violence d'une certaine manière qui les dépasse. C'est aussi une des données du livre, en tout cas du premier volume. Oui, alors en plus, il y en a plein qui arrivent à la psychiatrie par défaut. Par exemple, ma mère voulait être sage-femme, mais elle était seule, elle élevait un enfant seule, et elle avait besoin d'argent, et les études en psychiatrie étaient rémunérées. Donc il y a beaucoup de gens qui sont allés à la psychiatrie à cette époque-là en se disant je ferai autre chose. C'est un tremplin, c'était un peu par défaut. Mon beau-père, lui, sa sœur était déjà infirmière en psychiatrie, elle l'a fait rentrer, il a été écœuré. Et il a fait son service militaire en disant je ne retournerai jamais là-bas. Puis finalement, il est ressorti de son service militaire et puis il est allé. Et il y a eu comme ça plein de gens. Il y en avait un, il était ambulancier, puis il jouait aux boules avec des infirmiers psy, puis qui lui ont dit allez, tu rentres, allez. Il a dit ok. Mais alors lui, c'était celui qui faisait de la pétanque sur la tête des malades. Bon, après, les gens avaient leur propre
névrose. Mais ce qui était aussi intéressant, voilà, c'est que les gens qui étaient eux-mêmes très singuliers. Et en fait, ma mère, ce qui l'a beaucoup frappée quand elle est arrivée au début des années 70, c'est qu'elle a dit « je ne savais pas parfois faire la différence entre les infirmiers et les patients ». Tellement il y avait une espèce de confusion qui régnait, même parfois ils ne mettaient pas leur blouse exprès. Et elle m'a dit, moi j'ai rencontré des infirmiers qui étaient franchement largement aussi fous que les personnes qui étaient internées. Donc voilà, c'était et puis c'est vrai qu'ils sont arrivés très, très jeunes avec leur idéalisme et qui se sont retrouvés un peu, effectivement ça a été la douche froide. Et puis cette espèce de... Quand même, je trouve, alors ils sont pas là, donc je trouve qu'il y avait quand même un peu un manque d'espoir de leur part. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, mes parents m'ont dit les gens vont mieux. On avait l'impression que quand on était à l'hôpital psy, c'était pour toujours et que finalement les gens ça remettait pas et que c'était plus, même si eux ils sont arrivés à un moment où il y avait on arrêtait de prendre le patient comme un coupable dont il faut protéger la société en l'enfermant, mais qu'on le voyait plus comme une personne en souffrance qu'il fallait accompagner. Il y avait quand même cette idée que on les gardait. On les assommait de médicaments, donc la camisole était chimique. Eux, ils sont arrivés, ils le disent aussi, ils sont arrivés en même temps que le silence dans les HP. C'est-à-dire qu'avant, c'était un lieu de grande violence et aussi avec beaucoup de bruit, et que les neuroleptiques ont créé un espèce de silence dans les HP. Ils sont arrivés aussi avec ça, avec beaucoup de sismos, c'est-à-dire beaucoup d'électrochocs. C'était la fin des camisoles de force, mais il y en avait encore. Et c'est vrai qu'ils se sont, je pense, au fur et à mesure des années, ils se sont un peu retrouvés désabusés face à un système où ils ne voyaient pas de mieux-être. Ils avaient l'impression plus qu'on contenait une souffrance plutôt qu'on crée une amélioration chez les personnes. Ouais, on reviendra là-dessus parce qu'il y a aussi l'arrivée des psychologues et il y a des scènes à la fois très drôles et très cruelles finalement dans votre album. Joy, peut-être là aussi un petit mot pour rentrer dans ce livre. À la Folie, je le disais, pendant 1 an, vous êtes allé de manière régulière tous les mercredis dans un pavillon, dans un hôpital psychiatrique. Et j'aurais peut-être aimé là aussi commencer par le début du livre avec ce tout petit prologue que vous indiquez pour placer aussi la situation dans laquelle vous êtes. Et on parlait là d'une forme de naïveté ou de stupeur ou de manière d'entrer dans un lieu entre guillemets étranger. Et le début du livre part comme ça avec cette litanie de j'imaginais ça, comme une sorte de manière de montrer d'où vous parlez d'une certaine manière. Peut-être on peut commencer par là. Oui, parce que c'est vrai qu'on est un peu à front renversé avec Lisa, c'est-à-dire que Lisa avait une familiarité avec le sujet. Enfin, il y avait voilà. Tu l'avais côtoyé, tu baignais dedans. Et moi, j'étais à la recherche, finalement, d'une familiarité. C'est-à-dire que j'avais une inclination, on peut dire, pour le sujet, pour la folie. Et le projet de ce livre, c'était aussi de conquérir, voilà, dans la durée et dans l'écriture et dans le projet de ce livre, une familiarité avec ce sujet qui m'aimantait depuis longtemps, mais que je voyais de loin, parce que je n'avais pas de rapport biographique à ça. Et donc j'y vais vraiment en ignorante, alors pas totalement en ignorante parce que j'avais beaucoup lu sur le sujet, mais j'avais un rapport justement purement intellectuel, philosophique, qui pouvait aussi passer par des films, des ouvrages. Donc ce rapport abstrait intellectuel, je l'avais quand même, mais j'avais envie justement de le suspendre en faisant l'expérience du lieu. Tout est parti de ce désir de s'enfermer dans cette boîte noire psychiatrique pendant 1 an. Et je me suis aussi posé la question de ma place dans ce récit, de mon jeu précisément, la façon dont j'allais dire jeu, la façon dont j'allais me placer sur cette petite scène psychiatrique que j'allais arpenter pendant 1 an. Donc j'ai voulu commencer de la manière finalement la plus simple possible, c'est-à-dire par une espèce de travelling avant. En effet, il y a un prologue qui est une espèce de travelling avant où j'arrive devant l'enceinte voilà, de cet hôpital et je passe les différents sas jusqu'à pénétrer dans ce fameux pavillon 4B. Et donc je me mets en scène dans ce rapport naïf, candide, un peu aussi excité, peut-être aussi un peu d'appréhension, et dans un rapport que je veux purement sensible à ce moment-là. Je veux oublier tout ce que j'ai lu sur le sujet, et c'est pour ça que je me concentre aussi sur les odeurs, les lumières, les bruits, que j'essaye d'en faire d'abord une captation purement sensible pour me débarrasser. Alors on ne peut jamais évidemment se débarrasser à la fois des préjugés et de nos images mentales, mais essayer de les mettre un petit peu à distance. Et en effet, je commence aussi le livre par cette litanie
j'imaginais. J'imaginais le pire, c'est-à-dire j'imaginais, comme tout le monde, quand on n'est jamais allé dans un hôpital psychiatrique, l'étrangeté absolue, l'hostilité, la violence, le mystère, l'opacité, voilà, l'idée qu'on se fait de ce lieu. Finalement, ce que j'imaginais, en réalité, c'est révéler la réalité. Parce que cette opacité avec laquelle je rentre dans l'hôpital psychiatrique, elle me reste pendant tout le séjour. Elle se déplace, mais elle me reste. Et au bout d'un an, j'ai toujours à peine compris de quoi il s'agissait. Alors il y a effectivement les lieux, les odeurs, les bruits, les sensations, et puis il y a la parole, et vous êtes évidemment une femme de parole, donc il y a une réflexion dans le livre et un entremêlement entre les voix finalement de ceux que vous avez entendus, les voix des soignés, les voix des soignants, les lieux, l'esprit des lieux, la cafétéria, la salle d'isolement, et puis il y a finalement ce regard qui est la voix de l'auteur, je le disais, vous avez choisi d'entremêler finalement ces voix-là, de faire une sorte de kaléidoscope de voix pour essayer de rendre compte finalement de ce contexte, de cette réalité, à travers des voix qui surgissent ici et là, dont la vôtre. Oui, alors ça, c'était aussi un des problèmes formels du livre important et un réglage important à opérer, qui était, comme je disais tout à l'heure, ma voix, comment je la faisais cohabiter avec la voix des patients et des soignants. Sachant que j'étais aussi en présence de deux langues. La langue psychiatrique, cette langue scientifique extrêmement codifiée, très froide, très protocolaire, voilà, un lexique qui codifie les maladies, les pathologies, schizophrènes, bipolaires, psychotiques, hallucinations intra-acoustiques, enfin voilà, toute cette langue médicale-là. Et puis la langue complètement dégondée, délirante des patients, alors pas toujours, mais en tout cas cette espèce de langue justement hors norme qui explose à la fois les règles de la logique, de la syntaxe, et puis il y avait ma langue qui finalement d'ailleurs allait être une langue elle aussi autoritaire, parce que finalement c'est moi donc qui écris le livre, c'est-à-dire que c'est pas un livre qui retranscrit tel quel les paroles des patients et des soignants. C'est moi qui parle, qui écris ce livre, et donc il fallait que j'incorpore dans ma propre voix ces voix différentes, et que je les mette en bouche et que je les recrache d'une certaine façon. Et comment je pouvais faire coïncider toutes ces langues en les faisant tout entendre et en essayant aussi de sortir de la position autoritaire qui était la mienne. Parce que ce qui est frappant quand on arrive à l'hôpital psychiatrique, c'est évidemment que ce sont des lieux extrêmement hiérarchisés. Alors, moi où j'étais dans un service fermé où les gens étaient hospitalisés sous contrainte, évidemment, personne n'était là sciemment et tout le monde considérait son internement comme une injustice. Donc, il y avait ce rapport de force très puissant entre le corps soignant et les patients. Et donc, moi, je venais rajouter une espèce de forme autoritaire, une forme aussi de verticalité. Et j'avais le désir de l'amoindrir un petit peu, à la fois pour la tenue de mon projet, c'est-à-dire parce que j'allais passer un an là-bas et que donc il fallait trouver alors une forme d'égalité, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas un peu d'horizontalité, qu'on soit un peu tous ensemble, que je puisse intégrer une forme de communauté. Et puis il fallait aussi pour le livre lui-même que toutes les langues puissent être ensemble, se fondre. C'est pour ça que j'ai choisi un jeu glissant, jeu JE. Et que donc, dans la lecture, on coulisse sans cesse du jeu du patient au jeu du soignant à mon jeu. Alors parfois, il y a des espèces de chute de tension. On voit vraiment qu'on passe, par exemple, d'un psychiatre à un patient délirant. Donc là, le jeu chute. Et il y a des moments où je pense que c'est justement plus souple, plus imperceptible. Quand une aide-soignante parle à un patient au moment d'un repas, ce sont des situations qui font aussi que c'est plus lissé. Donc voilà, ce travail des langues, il
de l'incorporation de toutes les langues, il est passé par ce jeu glissant. Encore une petite chose avant de revenir à Lisa, puisqu'on a évoqué la question de la violence et du rapport à la violence. Et c'est vrai que l'un des premiers personnages à qui on a affaire dans le livre, c'est le personnage de Franck. Et ce personnage-là, qui est un patient, il est à la fois dans une violence du présent et dans une violence du passé. Et il me semble que par rapport à ces personnages, c'est quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la violence de ce qui s'est produit, ou ce qui a amené à ce qu'il soit dans cette situation-là et à cet endroit-là, et qui vient s'ajouter d'une certaine manière, ou qui vient induire la violence du quotidien dans ce lieu-là. Et à travers finalement les témoignages, on voit aussi ces strates de temps, ces strates de souffrance et ces strates de violence. C'est une dimension que vous avez découverte au fil de l'écoute, qui est très forte quand on lit effectivement ces différents personnages. Oui, parce que ce sont que des vies violentes du côté des patients. Ce sont que des histoires de la violence, en effet. Et petit à petit, en approchant les uns et les autres, et au fur et à mesure qu'ils me racontaient leurs histoires, j'étais assez sidérée. En même temps, j'étais bien naïve aussi, mais assez sidérée de me rendre compte qu'il n'y avait que des histoires d'inceste, de suicide, de viol, de meurtre. Enfin, la mort sous sa forme la plus violente est extrêmement présente dans les vies de chacun. Aussi beaucoup d'histoires de migration. Il y avait des jeunes réfugiés qui avaient connu la guerre. Alors après, c'était sans doute lié également à l'endroit où j'étais, puisqu'avec la sectorisation, les patients d'un même territoire sont tous regroupés donc dans un même établissement. Donc j'étais en région parisienne, sur un territoire pas très favorisé, on va dire. Donc de toute façon, il y avait cette espèce de violence, elle reflétait aussi les difficultés sociales, économiques, culturelles du territoire sur lequel se trouvait l'hôpital. Mais par ailleurs, comme le dit à un moment une aide-soignante dans le livre, on atterrit, la folie, ça tombe pas sur n'importe qui, et ça tombe jamais par hasard. Et ce sont toujours des histoires de décompensation suite à des événements traumatisants. Donc moi, j'ai vraiment eu affaire à ça. Je crois que j'ai aucun exemple de vie heureuse, mais c'est vrai que l'hôpital psychiatrique, qui en effet, alors ça c'est un long débat, rajoute de la violence à la violence de l'enfermement, la violence de la contention, la violence des médicaments, la violence liée au manque de moyens, au manque de personnel, etc. Bon, elle se rajoute, mais on ne peut pas non plus considérer l'univers psychiatrique uniquement comme un lieu de violence. Il faut aussi voir que c'est, en tout cas dans ses intentions, un endroit où on est censé mettre à nu ces violences originelles, les parler. Alors le problème, c'est justement que la parole a déserté l'hôpital psychiatrique, et donc ces histoires violentes, elles sont de moins en moins verbalisées. Ça, c'est plus du tout la culture psychiatrique aujourd'hui. Elles sont étouffées par la chimie. Voilà, mais il faudrait beaucoup de temps pour rentrer dans le détail de la violence du soin. Peut-être on peut rebondir là-dessus. La parole, on parlait des psychologues tout à l'heure. Il y a cette question-là, justement, de la parole qui aboutit aussi à une forme de silence lorsqu'ils se mettent en cercle. La première prise de parole est très difficile. Mais vous vouliez réagir peut-être sur autre chose, hein, n'hésitez pas. Non, moi, en fait, là où c'est marrant, c'est que ce livre-là, je l'ai fait quand même il y a maintenant presque 10 ans, et qu'aujourd'hui, je travaille sur justement cette réflexion sur le fait qu'on peut se rétablir aussi, que la maladie psychique, c'est un mal avec lequel on peut apprendre à vivre, et qu'il y a plein aujourd'hui d'initiatives qui sont importées souvent des pays du Nord ou des États-Unis, qui arrivent un peu en France sur l'idée qu'on peut réussir à mener une vie correcte, épanouissante et voire heureuse avec un trouble psy. Donc aujourd'hui, moi, je suis complètement dans le contre-pied dans mon travail de cette hospitalisation et de cette incarcération des patients, puisque j'interroge que des gens, justement, où il n'y a plus de notion de patient et de soignants, et où c'est simplement dire qu'il y a des gens qui ont des troubles psy, que c'est un handicap invisible, parfois qu'il est, parfois qu'il n'est pas visible, et que... Du coup, oui, alors après pour rebondir, l'arrivée des psychologues dans les années 70, effectivement, ça arrivait un peu de manière violente pour ces infirmiers
qui ne devaient pas admettre leur faiblesse en public. C'est-à-dire qu'on avait des infirmiers psy qui s'en prenaient plein la gueule aussi parce qu'il y avait beaucoup de violence vers les patients, mais il y avait aussi beaucoup de violence vers les soignants. Moi, mes parents, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers à part CRS où ça arrive régulièrement dans sa carrière de se prendre des claques, de se faire tirer les cheveux, arracher les cheveux par poignée, de se retrouver menacé d'une arme. Moi, mes parents, au cours de leur longue carrière, ils ont vécu toutes ces choses-là et c'est des choses quand même assez traumatisantes. Donc sont arrivés les psychologues qui étaient aussi censés traiter les infirmiers, pas seulement parler aux patients. Et donc quand ils sont arrivés, ils ont fait ces espèces de groupes de parole où effectivement il y avait le psy qui était comme ça, qui disait rien. Et donc, ils passaient 1 heure à ne rien dire. Et les infirmiers ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Donc, ils commençaient, dès qu'ils faisaient grincer leur chaise, il y avait un psy pour leur dire « Alors, tu t'exclus du groupe ». Alors, ils étaient super gênés. Après, il y avait des scènes où ils devaient s'allonger, puis faire de la relaxation. Puis, il y en avait plein qui s'endormaient parce qu'ils se réveillaient à 5 heures du mat. Ou il y en avait qui disaient juste « Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que j'ai faim ?» Et donc, oui, eux, ils se foutaient un peu de la gueule des psychologues. Et en même temps, les psychologues étaient aussi un contre-pouvoir par rapport aux psychiatres, puisque le psychologue ne prescrivait pas de médicaments, il était que dans la parole. Et c'est vrai que ça a fait aussi un contre-pouvoir, voilà, par rapport aux psys qui étaient là de temps en temps, qui voyaient les patients pas très souvent. Et du coup, voilà, ces psychologues sont un peu arrivés comme ça pour ajouter de la parole. Mais c'est vrai que du point de vue, parce que moi, alors, par contre, j'ai traité que la parole infirmière dans HP. Donc, du point de vue des infirmiers, ils trouvaient que c'était un peu des guignols, quoi, pour être à l'époque-là, avec tout le recul qu'ils avaient quand ils m'ont raconté. Parce que moi, c'est des retraités qui m'ont raconté leur histoire. Ils m'ont raconté comment eux pensaient quand ils avaient 20-30 ans. Donc, ils avaient quand même beaucoup de recul par rapport à la situation, ce qui a fait que je trouve que les discours étaient très intéressants, parce qu'il y avait de l'honnêteté et du recul. Mais voilà, donc oui, l'arrivée des psychologues, ça a rééquilibré un peu mais ça n'a pas été... Tout ne s'est pas fait dans la fluidité, Ouais, d'autant qu'on voit dans l'album aussi que vous évoquez cette circulaire de 1960, je crois, oui. Et on voit aussi la durée qu'il a fallu pour essayer de faire bouger les choses. C'est fin des années 70, en réalité, c'est presque 20 ans pour arriver à mettre en place finalement ce qui est évoqué dans cette circulaire. Oui, mais comme je vous disais, c'était en même temps. En fait, c'était mais partout, je pense que c'était partout en France. Hein. Ça s'est passé en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, on a eu des vieux services qui restaient absolument immuables, et de l'autre côté, on avait des gens qui étaient complètement dans une modernité folle, presque, parce qu'il y a eu quand même, j'en parle dans HP, il y a eu quand même des expériences qui ont tourné très mal, il y a eu des patients qui sont morts, il y a eu des abus, je veux dire, l'ergothérapie, il y a eu beaucoup d'abus dans l'ergothérapie, par exemple, et en plus, moi, comme vous voyez, les livres sont pas très gros, je me suis appliquée à pas raconter de l'anecdote, dans ce sens que, si on me racontait un événement qui est arrivé qu'une fois, aussi sensationnel soit-il, je n'en ai pas parlé dans le livre. Par exemple, je parle pas dans le livre des rapports sexuels qu'il y a pu avoir entre, par exemple, des infirmiers et des patients, parce que malgré tout, même si c'est arrivé, c'était pas tous les jours. Alors que par exemple, la surdose de médicaments, les sismos, c'est-à-dire les électrochocs donnés de manière punitive, par exemple, ça arrivait tout le temps. Donc ça, j'en parle. Donc voilà. Donc et l'ergothérapie, par exemple, visiblement, il y avait beaucoup d'infirmiers, par exemple, qui invitaient des patients chez eux pour qu'ils leur construisent leur maison. Et en fait, il y avait un effet de huis clos où les infirmiers avaient une illusion de toute puissance qui faisait qu'ils pouvaient passer à tabac un patient par exemple, un patient qui frappait. D'ailleurs, ils les appelaient pas les patients, c'était les malades psy. Hein, c'est comme ça que mes parents ont toujours appelé les patients. Donc, un malade qui frappait un infirmier sous le coup d'une crise ou d'un délire, il était passé à tabac par tous les infirmiers, il était enfermé dans une pièce pendant des semaines jusqu'à ce que ses bleus disparaissent, et même le psy n'avait pas le droit d'accéder à la pièce où il était enfermé. Et quand il ressortait, il était complètement ostracisé, il était mis dans un coin et il était mis à l'écart, et donc c'était double punition. Et des histoires comme ça, il y en avait à l'appel. Il y a eu beaucoup de dérives. Il y avait beaucoup d'infirmiers qui volaient, par exemple, les cadeaux de Noël des patients, ils leur mangeaient leur nourriture. Enfin, faut voir dans quelle impunité ils étaient. Et donc, si on avait une personne qui était, on en arrivait on va dire à la base de l'humain. C'est si on avait une personne qui était plutôt une bonne personne dans la vie, ça faisait un bon infirmier psy. Mais si la personne c'était un connard ou un salaud dans la vie, ça faisait un infirmier psy horrible. Et il y avait pas, on avait l'impression que malgré la formation, on en était là. On en était à la base de l'humanité et voilà, quand il y avait un facho dans la vie, c'était quelqu'un qui pouvait foutre 50 claques d'affilée à un malade alors qu'il n'y avait pas besoin. Ça, voilà, c'était un peu Et puis, quand je dis illusion de pouvoir, c'est que c'était en fait autorisé par l'institution. Cette pleine puissance des infirmiers, elle n'existait que parce que ça arrangeait
les médecins de déléguer leur pouvoir aux infirmiers qui eux-mêmes déléguaient leur pouvoir aux infirmiers travailleurs, aux malades travailleurs, ce qu'ils appelaient les malades travailleurs. Il y avait des dortoirs où c'était un patient qui était bien obéissant, c'est lui qui dirigeait le dortoir la nuit, donc il ne rentrait pas dans le dortoir, et à l'intérieur, le patient lui-même commettait des exactions, faisait des viols sur les patients handicapés, et il faisait du deal, et il faisait du racket. Mais les infirmiers ne regardaient pas non plus. On était dans une société à l'époque qui était, ça paraît surréaliste, et pourtant c'était le quotidien de la profession, quoi. Et Joy, peut-être sur cette idée aussi du regard, Lisa disait à l'instant qu'elle s'était arrêtée effectivement sur le témoignage des infirmiers. Vous, dans votre livre, il y a à la fois bien sûr la parole des patients et puis quelques personnages qui sont dans l'encadrement d'une certaine manière. C'était important pour vous aussi justement ces focales-là, vous les avez travaillées aussi pour avoir les différents points de vue, pour vous inscrire dans des regards divers, plus obliques sur la réalité que vous essayiez de capter? Oui, alors, quand j'y suis allée, j'avoue que j'étais plutôt attirée par les patients. Enfin, quand j'ai commencé le projet, j'avais le sentiment que j'allais plutôt à la rencontre des fous. Et puis, très vite, il m'est apparu, pour plein de raisons, qu'il fallait rendre compte de toutes les voix. D'abord parce que, précisément, dans cette boîte noire dont je parlais tout à l'heure, on est face à une communauté. C'est-à-dire que on est face à des vies imbriquées. C'est aussi ce qui caractérise la psychiatrie, et c'est pour ça que c'est passionnant, je pense, également pour un écrivain ou pour une auteure de BD, c'est qu'on est face à des tempéraments, à des vies tissées ensemble, à des caractères. Et alors, tu disais tout à l'heure que le tempérament, c'était très important. Et dans mon livre, à un moment, je raconte qu'une infirmière dit à juste titre, on ne devrait pas recruter les infirmiers sur leur diplôme, mais sur leur caractère. Et dans un service, il faudrait que tous les tempéraments soient représentés. Il faut une maternelle, un maton, un qui a le sens de l'humour, un autoritaire, enfin voilà. Et comme ça, créer une espèce de petite humanité où chacun puisse jouer son rôle et que tout ne serait qu'affaire de tempérament. Pardon pour le petit détour. Donc j'ai vu que voilà, il s'agissait de vie emmêlée, parce que les soignants, contrairement aux autres spécialités médicales, vivent avec les patients. C'est-à-dire que, alors, on pourrait même dire que le soin commence par ça. Il y a Barnabé, que j'appelle le moine bouddhiste du soin dans le livre, qui dit le premier outil du soin, c'est l'amour. Et donc les soignants, ils passent littéralement leur journée, mais au sens le plus banal, passer sa journée, être assis à côté de l'autre, fumer une clope, parler, voilà, échanger quelques mots, aller faire un tour dans le jardin. Donc il y a cette communauté de vie. Alors il était impossible évidemment de la scinder, ça n'aurait eu aucun sens. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette communauté de vie passe aussi une ligne de front extrêmement forte qui est liée justement à l'internement. C'est-à-dire que c'est aussi deux camps qui s'affrontent. C'est aussi une guerre de position entre les patients en résistance contre l'enfermement psychiatrique et les soignants qui essayent d'imposer leurs lois. Et donc, je pouvais traiter à la fois cette ligne de front et ce collectif. Et puis, évidemment, pour des raisons à la fois de justesse et de justice, comme vous le disiez tout à l'heure, il était aussi important, si je voulais donner à voir, même si c'est de manière très parcellaire, la vie psychiatrique pendant un an dans un service, il fallait bien sûr que je multiplie les points de vue, d'autant plus que, comme je le lis dans le livre, c'est aussi une expérience de la mise en crise de la vérité et de la certitude, et que on ressort d'un an en psychiatrie et on se dit que jamais aucune certitude ne tient, jamais aucun diagnostic ne tient, personne n'est jamais d'accord sur des symptômes. Un patient délirant le lendemain est tout à fait en possession de ses moyens. La vérité se reconfigure sans cesse, et donc tous ces points de vue témoignent aussi d'une espèce de diffraction comme ça de la vérité sur les individus, de la vérité sur la question même de la folie. Voilà, donc c'est venu assez vite comme une évidence. Et puis de toute façon, je vivais avec aussi les soignants, et eux-mêmes venaient me voir pour que je témoigne de leur souffrance. C'est-à-dire que je me suis aussi retrouvée face à cette souffrance dont parlait Lisa, la souffrance des soignants, qui est toujours très forte aujourd'hui, et ils voulaient que j'en témoigne. Il y a une chose aussi, Lisa,
évoquais tout à l'heure dans le temps de cet album-là, le fait qu'effectivement, lorsqu'un patient rentrait, on n'avait pas véritablement de façon d'envisager son départ ou le fait qu'il quitte l'hôpital. Et finalement, ce qu'on voit aussi dans votre livre, c'est les allers-retours permanents, les moments où finalement on sort et où systématiquement les patients reviennent. Il y a cette idée aussi de l'impossibilité de sortir. Alors peut-être Lisa pourra redire un mot sur ce sur quoi elle travaille aujourd'hui, mais en tout cas dans votre livre, il y a ça de manière très très forte. Oui, c'est vrai que la plupart des patients que j'ai rencontrés sont des patients intermittents qui, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, entrent, sortent, reviennent, repartent. Parfois, la plupart du temps contre leur volonté, parfois le voulant eux-mêmes. J'ai vu des patients sortir et des soignants me dire « lui, dans 48 heures, il est de retour » et 48 heures après, il était de retour. Alors, à ça, plusieurs raisons. Le manque de structure, évidemment, à l'extérieur, le fait que, alors qu'on a voulu justement délocaliser, enfin ouvrir la psychiatrie sur la cité, sur la communauté précisément, la communauté de tous, on n'a pas mis les moyens pour, donc les structures dehors manquent énormément pour le suivi. Donc évidemment, dans les moments de crise, on retourne vers l'enfermement. Il y a aussi ce caractère chronique de l'hospitalisation dont parlaient beaucoup de soignants, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de seuils dans l'internement, de seuils critiques, et qu'à partir d'un certain nombre de semaines, de mois, d'années, le corps a tellement intégré, avalé l'hôpital, qu'il n'y a plus de possibilité d'en sortir, qu'en fait en sortir devient une violence, devient un abandon, et que même si les soignants me disent qu'il faut absolument que l'hôpital soit hostile aussi pour que les patients n'aient pas envie de rester et ne s'imaginent pas que c'est chez eux, il y a cette espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on les accueille, c'est un asile, mais en même temps on doit leur donner le désir de partir, et c'est aussi pour ça que ce sont des endroits sinistres. Donc ça aussi, c'est assez ambivalent, cette question de la laideur et de l'hostilité des hôpitaux. Mais sauf que beaucoup considèrent que ce sont leur famille, leur lieu de vie, il n'y a plus rien pour eux dehors. La réinsertion ne veut rien dire, et même ils ne la souhaitent pas, parce que c'est aussi cette fameuse question de la réinsertion. L'objectif, c'est qu'ils sortent pour les réinsérer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire réinsérer ? Ça veut dire refaire fonctionner dans une société donnée, des individus. Donc c'est un rapport au travail, à la vie sentimentale, à la vie collective. Et certains ne le veulent pas. À un moment, je dis dans le livre, ils ne se sont pas fait fous pour rien. Donc il y a aussi des débats sans fin sur la question de la réinsertion et de qu'est-ce que ça veut dire qu'un individu qui fonctionne, et est-ce que c'est forcément désirable ? Donc pour toutes ces raisons, penser ces allers-retours, c'était aussi très intéressant. Lisa, peut-être une réaction, nous reparler peut-être un peu de ce projet que vous êtes en train de produire en ce moment, se rétablir donc, et qui ouvre des visions alternatives, des manières d'envisager la psychiatrie aujourd'hui qui vous paraissent différentes ? Oui, en fait, j'ai été contactée par des personnes qui travaillent dans l'antipsychiatrie et dans des structures alternatives à Marseille. Et finalement, mon bouquin est devenu le témoignage de personnes qui s'en sont sorties. Et c'est uniquement la parole des personnes directement concernées. Du coup, là, c'est tout le contraire. Il n'y a aucun soignant, il n'y a aucun psy. C'est simplement des personnes concernées et qui sont en rétablissement, parce qu'on n'est jamais rétabli. C'est toujours on peut dire work in process, quoi. Et en fait, c'est dire aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, 70% des personnes qui, à un moment donné de leur vie, vont avoir une crise psychique s'en sortent. Or, ce n'est pas du tout l'impression qu'on a quand on est à l'hôpital psychiatrique, parce qu'à l'hôpital psychiatrique, on n'a que les cas les plus graves de personnes chroniques. Et en fait, c'est vraiment énorme comme chiffre. 70% des gens, en fait, arrivent à mener une vie normale avec un trouble psy. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas assez dit. Ensuite, c'est dire aussi qu'avec un bon accompagnement, une prise de conscience de sa pathologie et ce qu'on appelle en anglicisme l'empowerment, on peut réussir à gérer et à prendre le contrôle sur sa maladie. Alors, c'est pas facile, c'est un process qui prend des années, mais il y a de plus en plus de gens qui sont là pour en témoigner. Et moi, je suis allée à la recherche de ces survivants de la psychiatrie, c'est-à-dire de ces gens qui arrivent à mener une vie
à mener une vie, tout simplement, tout en étant étiqueté, que ce soit bipolaire, que ce soit donc anciennement maniaque-dépressif, que ce soit schizophrène, que ce soit les entendeurs de voix, parce qu'aussi, et là, donc, de manière plus intime, moi, dans ma propre famille, il y a beaucoup d'infirmiers psy, mais il y a aussi beaucoup de personnes touchées par la maladie psychique. La sœur jumelle de mon père, par exemple, est schizophrène, et elle a été internée énormément. Ma grand-mère a été beaucoup internée. Le frère de ma mère a été beaucoup en hôpital psychiatrique quand il avait 20 ans. J'ai des personnes proches aussi dans ma famille qui sont aujourd'hui encore concernées par la maladie. Et par exemple, ma tante a été cachée. Ma tante, elle était fille de médecin, elle a été cachée. Il ne fallait pas dire qu'elle avait des troubles psy. Elle a été enfermée, on lui a donné un appartement dans lequel on l'a laissé clochardiser pendant des années. Et par ailleurs, il y a d'autres gens dans ma famille qui ont pu s'en sortir. C'est-à-dire qui ont été hospitalisés à un moment donné, qui ont réussi à mener une vie, franchement... c'est le bonheur, c'est quand même difficile à atteindre, donc, mais qui ont mené une vie tout à fait décente et par moments épanouissante, tout en souffrant de troubles. Et du coup, moi, j'avais envie de parler de ces gens-là parce que c'est aussi sortir du rapport soignant-soigné, parce que quand on est concerné par les troubles psy, on n'est pas tout le temps, on fait parfois des personnes concernées d'éternels patients et d'éternels malades, alors qu'en fait, c'est une maladie justement intermittente. Et beaucoup de gens se battent pour dire, mais attendez, oui, il y a des moments où je vais mal, mais il y a aussi énormément de moments où je vais bien et où je suis comme vous et moi. Et donc, dans ces structures alternatives et dans ces mesures alternatives, il y a notamment le droit au travail, le droit au logement, qui sont hyper importants parce qu'on s'est rendu compte, ça paraît quand même crétin, mais que quelqu'un ne peut pas aller mieux s'il n'a pas un toit sous la tête et qu'en fait, faut pas attendre que les gens aillent mieux pour qu'ils puissent travailler, il faut leur donner du travail pour qu'ils aillent mieux. Et on a beaucoup... Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient réfractaires au fait de travailler, de s'insérer, entre guillemets, dans la société, parce qu'effectivement, ça veut dire quoi, s'insérer. Mais il y a d'autres gens pour qui l'inclusion sociale, et notamment par le travail, pour qui ça a été salvateur. Parce que c'est un handicap, c'est aussi reconnaître que c'est un handicap comme les autres handicaps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît la pathologie de la personne et que l'environnement professionnel connaît la pathologie de la personne, on peut adapter le poste de travail aux fragilités de la personne et lui permettre en fait de travailler comme on peut faire travailler une personne en fauteuil. Or, c'est un trouble qui est extrêmement tabou, extrêmement stigmatisé, et les gens ne le disent pas. On ne peut pas dire « je suis bipolaire » quand on cherche un emploi. Et ça, c'est des choses à déconstruire. Et donc, il y a aussi, notamment en Laponie, s'est développé l'open dialogue, qui est une sorte de thérapie systémique qui consiste à penser que quand une personne est malade, c'est pas seulement la personne qui est malade, c'est tout son environnement. Donc, c'est dire on soigne les parents, les proches, et ils sont arrivés à des résultats extraordinaires en Laponie où ils ont réussi à rendre à la vie normale, entre guillemets, 80% des personnes qui étaient étiquetées schizophrènes en Laponie à un moment donné où il y avait une pénurie d'hôpitaux, par des mesures. Alors, je dis pas, là, ça fait genre un peu le bonimenteur, mais il y a eu quand même des expériences un peu dingues, et aussi des expériences d'autosupport où c'est les personnes concernées qui deviennent ce qu'on appelle des travailleurs pairs, et qui sont ce qu'on appelle des experts d'expérience, et grâce à leur expérience, arrivent à aider d'autres gens en situation de crise. Mais tout ça part du fait qu'on prenne conscience de son mal et qu'on arrive... et qu'on dit « je suis l'expert de ma propre maladie ». Donc voilà, c'est complètement une autre démarche. Et d'ailleurs, dans ces lieux-là alternatifs, il n'y a pas tellement de psychiatres. Alors après, des fois, c'est foireux. Hein. Moi, j'étais dans des endroits où ça a foiré. Mais bon, quand ça foire, on recommence autrement. Et voilà. Et donc là, maintenant, je suis complètement dans je suis complètement dans cette mouvance-là, en essayant de retranscrire du coup des témoignages de personnes qui sont, par exemple, là récemment, c'était quelqu'un qui était atteint de TDAH, ce qui est un mal finalement assez mal connu, c'est les personnes hyperactives. C'est des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité qui en fait continuent à l'âge adulte, mais qu'on avait tendance en France à nier, c'est-à-dire à dire à 18 ans ça n'existe plus. Un enfant hyperactif ne devient pas un adulte hyperactif. Donc il y a des gens comme ça, il y a une personne qui est entendeuse de voix, il y en a une autre qui est étiquetée bipolaire, et tous ces gens-là racontent comment ils arrivent à mener une vie normale, entre guillemets. Peut-être, Joy, encore une ou deux questions, puis je vais donner la parole au public, parce que j'imagine qu'il y a peut-être envie de débattre, de dialoguer avec vous. On entend là ce que dit Lisa sur le retour à la vie ou à une forme de vie normale. Et ce qui est frappant aussi dans votre livre, c'est que, outre cette violence, cette forme aussi évidemment d'enfermement, il y a la vie qui reste. Il y a une forme de résistance, et j'ai envie de dire de résistance presque ultime. On se dit que l'humain est tenace quand même pour continuer à chercher de la vie. Il y a quelque chose de cet ordre. Est-ce que vous diriez cela également la manière dont vous avez côtoyé ces personnages-là, leurs paroles et leur manière de s'inscrire dans ce contexte-là?
Oui, c'est même une espèce pour moi de révélation à la fois dans l'expérience et au milieu du livre. J'ai cette expression à un moment de la vie qui insiste, et c'est vraiment ce qui m'est apparu au bout d'un certain temps, et c'était pour moi la grande émotion en fait de cette expérience, et je voulais que ce soit aussi l'émotion du texte. Donc c'est un chapitre au milieu qui donc s'appelle Prisonnier. Et je me souviens très bien de ce jour où j'étais assise comme ça avec certains d'entre eux, en silence, comme ça arrivait régulièrement. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont comme des prisonniers politiques. C'est venu vraiment comme une évidence, après 6 mois à les côtoyer. Ils se comportaient comme tels, en tout cas avec l'idée qu'ils étaient injustement enfermés, que leur cause démente, elle était niée, qu'on ne la reconnaissait pas, cette cause du délire, et qu'ils devaient résister, ils devaient défendre leur cause. Et c'est vrai que je parle des petits sabotages quotidiens, de la manière dont ils essayent de conserver certains plaisirs, puisque tous les plaisirs leur sont interdits, les plaisirs les plus simples de fumer une cigarette, de boire un café. Donc il y a cette espèce aussi d'entraide, de solidarité. Ils se reconnaissent entre eux, entre internés, entre prisonniers justement, et le sentiment d'injustice les lie. Et puis dans le chapitre, je fais glisser, il y a un glissement sémantique de prisonniers politiques à prisonniers sociaux, parce que j'ai bien vu que c'était un peu abusif, prisonniers politiques, mais qu'en revanche, prisonniers sociaux me paraissaient assez proches de la réalité, ou du moins de la réalité telle que eux la ressentaient, à savoir, je reviens à cette histoire justement de fonctionnement et d'insertion, que la société ne tolérait pas leur fonctionnement, et donc la société les enfermait, et que c'était elles qui étaient dysfonctionnelles. Et j'étais donc assez émue de voir qu'il y avait cette résistance, je le dis, malgré les injections à haute dose, malgré la chambre d'isolement, malgré la sismothérapie, ce désir, cette espèce de pulsion de vie qui continuait aussi sous la forme de colère, donc de résistance aussi verbale à des choses très anodines. À un moment, il y a Angela qui est dans un fauteuil roulant, et il y a une infirmière qui lui dit « je vais vous ramener à votre chambre », alors qu'elle était apathique depuis 2 heures, la nuque cassée, bavant, disant pas un mot. Elle se redresse et elle dit « ça n'est pas ma chambre, je ne suis pas chez moi, ça n'est pas chez moi ici ». Enfin, et des petits moments comme ça, il y en a eu tout le temps. Et en effet, comme cette espèce de vie qui ne s'éteint pas, de résistance propre aux prisonniers. Et puis ça passe aussi par l'humour, par l'ironie des patients sur leur propre délire. À un moment, je parle de Franck, qui est un peu un des héros du livre, qui se prend pour un loup-garou et qui, à un moment, s'imite faisant le loup-garou, donc en pleine conscience, s'imite délirant. Et ça l'amusait beaucoup de jouer justement sur cette espèce de vertige, de mise en abîme de la folie. Donc voilà, il y avait aussi beaucoup de rire malgré tout, beaucoup d'autodérision. Donc la vie qui insiste, c'est vraiment pour moi un sentiment très, très fort dans le livre, malgré toute la peine et la violence dont on a parlé. Ouais, et la vie, et peut-être ma dernière question avant de passer la parole au public, la vie, elle insiste aussi dans le récit, dans la parole, parce qu'il y a effectivement des délires qui s'approchent d'une forme d'affabulation, c'est-à-dire que certains disent une chose qui va être contredite le lendemain, et en même temps on a l'impression que cet espace de la parole, il est un espace de liberté d'une certaine manière, et peut-être encore plus vis-à-vis justement de la langue plus administrative, plus rigide. Il y a cette espèce de... Vous dites à un moment donné, par exemple, que dans les hôpitaux psychiatriques, on n'utilise pas le mot « donc » parce qu'on veut enlever la causalité, l'idée de causalité. Il y a l'idée comme ça du langage qui contraint, et malgré tout d'un langage, même s'il est dans un délire, qui est une forme de rapport à la liberté, ou à pourquoi pas, mais une poétisation du monde, enfin quelque chose de cet ordre. Oui, alors celui qui dit il n'y a pas de donc qui tienne en psychiatrie, c'est précisément un psychiatre très, très précis qui, lui, est plus dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle, et qui m'a dit un jour cette phrase lumineuse, donc il n'y a pas de donc qui tienne à l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de rapport de cause à effet, et on ne peut pas dire
aujourd'hui, machin parle, donc il va mieux. Peut-être que le silence était au contraire le signe du calme et le fait qu'il parle est le signe d'une agitation, ou au contraire dire aujourd'hui une autre personne voilà, est beaucoup moins volubile et beaucoup plus calme, donc il va mieux, mais peut-être que ce calme c'est le signe d'une grande peine. En fait, on ne sait jamais, c'est-à-dire que les symptômes se retournent toujours, donc il n'y a pas, voilà, ce rapport de cause à effet, il est tout le temps remis en question, en tout cas par ce psychiatre, et je trouvais que c'était une façon très intéressante de parler de l'exercice de la psychiatrie. Et c'est vrai que face à cette langue psychiatrique protocolaire, il y a une invention langagière permanente. Alors il y a plein d'exemples dans le livre, mais c'est vrai que encore ce Franck qui est mon chouchou. Moi, il vient me voir et il me dit, tu sais, on a découvert la première sirène mâle échouée sur une côte californienne. Et voilà cette espèce donc c'est un début de roman, quoi, cette espèce d'invention de ce personnage mythologique d'une sirène mâle. Tout d'un coup, c'est comme des espèces de trouées dans le quotidien et des manières, voilà, d'inventer des mondes. Où à un moment, il y a Youssef aussi qui, en sortant de la chambre d'isolement, dit à la psychiatre. Je suis la viande et vous êtes le couteau. Et dans cette phrase sublime que j'aurais jamais pu inventer, disait tout de ce qu'est l'enfermement en chambre d'isolement, même en psychiatrie, et de ce qu'avait ressenti cet homme qui s'est vu comme vraiment un morceau de barbac, un crochet dans une chambre froide, avec le psychiatre qui vient avec son couteau et qui découpe la chair comme il l'entend, qui donne finalement une espèce des nouveaux contours à l'identité de ce morceau de chair qui était Youssef, pour le sculpter comme elle l'entendait, elle, cette psychiatre, selon sa volonté. Et je trouvais que c'était absolument juste et très très beau aussi du point de vue purement de la langue, de la poésie. Voilà, donc c'est vrai que ces espèces de surgissements poétiques, osons le mot, ils sont finalement assez nombreux et ils font partie de cette résistance. Ouais. Merci à toutes les deux. Je me tourne vers vous. Merci. Vous avez peut-être envie de réagir, de poser une question à l'une ou à l'autre. Monsieur demande si l'une et l'autre ont eu le sentiment, j'espère ne pas trahir votre parole, d'être d'une certaine manière en lien avec une folie partagée, ou en tout cas peut-être on pourrait... Je me permets de transformer la question en disant peut-être, et il me semble que Joy vous l'évoquait, que c'est aussi une partie de nous-mêmes, d'une certaine manière, une partie de l'être humain, donc une partie de nous-mêmes. C'est comme ça que je comprends la question de monsieur. Est-ce que vous avez été confronté à cette forme de communauté lorsque vous avez eu des rapports avec les soignés ? Moi, oui, tout à fait. En fait, quand je suis arrivée dans les milieux alternatifs et que j'ai rencontré, je commençais à discuter, moi j'ai grandi dans la peur du fou. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai grandi avec des parents qui me racontaient des histoires abracadabrantes, voire ultra effrayantes, voire très drôles. Mais j'avais une peur panique des personnes folles. Moi, c'était tout le contraire de Joy. Moi, dès que je voyais quelqu'un qui avait l'air pas normal dans la rue, je faisais un énorme détour, je changeais de rue. Et après, je me suis retrouvée à rencontrer des gens dans les lieux alternatifs. Et là, je me suis rendu compte de la proximité que j'avais avec les personnes. Alors, d'une part, parce que dans ma famille, plusieurs personnes sont concernées, mais aussi, d'autre part, parce que moi-même, j'ai des problèmes neurologiques. Je suis épileptique, ça peut paraître très loin, mais en fait, c'est le même traitement qu'on donne à une personne épileptique qu'à une personne bipolaire. Donc, je savais très bien ce que c'était d'avoir une maladie chronique, de prendre des médocs matin et soir, d'avoir des effets secondaires et d'en avoir marre, et des fois d'arrêter, de refaire des crises et de me retrouver à l'hôpital. Et alors que je me sentais pas du tout concernée. Donc en fait, je me suis dit, mince, en fait, je suis concernée aussi par la maladie chronique. Et les discours des gens, finalement, je trouve que souvent les personnes, quand elles entre guillemets, elles font une crise, elles pètent un plomb, c'est jamais pour rien. Hein. En général, il arrive un vrai événement qui provoque la crise et qui est un événement justifié. Après, moi, l'impression que j'ai eue, c'était que les personnes qui ont des fragilités comme ça, elles réagissent de manière disproportionnée. Mais donc, en fait, c'est pas loin de nous. C'est juste que c'est très très fort. C'est comme un amplificateur d'émotions. Et donc, une personne, entre guillemets, normale, une personne qui n'est pas en crise va faire « Ah, vraiment, nanani ». La personne qui est en crise va renverser la table, va hurler, va se courir tout nu dans la rue. Mais les bases de colère, elles sont. Moi, c'est toujours ça qu'on m'a dit dans le milieu alternatif. On m'a dit « Ça vient toujours de quelque part. C'est pas vrai que les gens ils crient comme ça pour rien ». Et donc oui, moi je me suis sentie même de manière inquiétante proche
des personnes avec qui j'ai pu discuter. Ça a été même assez troublant, quoi. Ça m'a un peu perturbée, je dois dire. Joy, vous voulez dire un mot sur cette question-là ? Non, mais à un moment dans le livre, je reviens sur Barnabé, là, celui que j'appelle le moine bouddhiste du soin. Il me dit la folie, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire que c'est une qualité que nous partageons tous. Nous sommes tous dotés de cette qualité, de cette possibilité. Et en effet, parfois la bombe explose et d'autres fois non. Parfois on décompense, justement, comme tu le dis, parce que quelque chose arrive, un événement surgit. Mais j'aimais bien qu'il nomme la folie comme une qualité. Et en ce sens-là, elle est pas partagée par tous, mais elle est partageable par tous. Donc il ne s'agit évidemment pas de dire on est tous fous, mais cette qualité est potentiellement dans le patrimoine à la fois justement génétique, culturel, social, familial de tous, puisque alors là aussi, ce sont des débats sans fin sur les origines de la maladie mentale, mais si on considère que les individus sont des pelotes justement à la fois sociales, culturelles, génétiques, familiales, il y a toujours un brin dans cette pelote qui peut enflammer cette qualité. Merci monsieur pour votre question. S'il n'y en a pas d'autres, on va s'arrêter là. Peut-être une petite question pour chacune avant de vous retrouver pour un temps de dédicace. Je ne sais pas exactement où ça se passe, mais ça ne doit pas être loin. Si vous souhaitez retrouver les auteurs et les livres, peut-être Lisa nous dire un petit mot de justement. Donc là, pour l'instant, c'est un travail que vous faites, qui est sur les réseaux. Vous mettez en ligne de manière régulière, et ensuite, ça donnera lieu à une publication plus ultérieure. C'est ça ? Voilà, là je poste. Bon, là c'est les vacances, mais je poste plusieurs fois par semaine. En fait, j'ai fait des interviews de personnes et je retranscris leurs témoignages au jour le jour sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait des petits épisodes de 12 cases et je montre. Ce qui je trouve hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois, je montre les pages aux personnes que j'ai interviewées. Donc, je suis tout le temps en lien avec elles. Donc, c'est pas un projet que je fais toute seule. C'est un projet que je fais vraiment avec le soutien. Chaque page est validée. Ça, pour moi, c'est très important aussi. Comme j'essaye de retranscrire la parole de la manière la plus fidèle possible à ce qu'ils ont voulu dire. Alors, parfois, je préviens les gens que je vais un peu synthétiser leurs propos pour des soucis parce que parfois, c'est pas la peine de raconter 25 fois la même chose. Donc, ça, les gens le savent, mais la plupart des gens que j'ai interviewés sont vraiment hyper conciliants et ils sont hyper soutenants. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça assez génial de faire ça, c'est que j'ai vraiment là c'est vraiment une envie, mais je pense un peu comme Joy a pu le vivre, d'aussi donner quelque part la parole à des personnes qui l'ont pas forcément et qui sont très invisibilisées par ailleurs. Donc de la même manière, ceci dit que la parole infirmière, pour moi, était complètement invisibilisée et avait aussi, à un moment donné, besoin d'être racontée. Donc voilà. Joy, peut-être pour boucler la boucle, en introduction, j'ai parlé d'autres livres où, en tant qu'écrivaine, vous étiez immergée dans des espaces, les abattoirs, la gare du Nord, le lit national aussi. On peut mettre ça dans cette catégorie de livres qui sont des sortes de fiction documentaire ou je ne sais pas comment on doit les appeler. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez justement comme ça, sur une ligne de crête entre le réel, l'immersion, et puis quelque chose qui se situe de nouveau du côté de la littérature, du côté de la langue, du côté de l'invention, du montage. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot, peut-être aussi pour que les lecteurs comprennent dans quel type de travail ça s'inscrit, ce livre-là, à la folie? Oui, alors c'est vrai que j'ai écrit des romans, et puis j'ai aussi écrit donc ces textes plus immersifs. C'est qui la plupart du temps, enfin même tous les précédents, relevaient de commandes. Donc on me proposait d'aller passer un certain temps donc dans des lieux, dans des logements insalubres à la gare du Nord, et ça a rencontré chez moi un goût très fort à la fois pour je pense un vieil atavisme journalistique, et puis un goût du terrain, avec une inquiétude par rapport au pouvoir de l'imagination chez moi, et donc l'idée qu'un lieu qui serait une espèce de point de départ pourrait activer justement chez moi la fiction. C'est vrai que le roman sur un boucher qui s'appelle Comme une bête, au début je l'avais pensé comme
comme un documentaire, et j'avais eu besoin vraiment de rencontrer des bouchers, des apprentis bouchers dans une école, etc., de mener des entretiens pour libérer quelque chose de la fiction. Et donc là, c'est la première fois que je me fais à moi-même ma propre commande et que je vais au bout de ce goût que j'ai pour l'expérience aussi que représente l'écriture d'un livre en immersion. C'est-à-dire que écrire un livre est évidemment toujours une expérience dans la vie de l'auteur. Mais là, j'avais envie un peu de radicaliser ce sentiment que le livre rentre un peu plus profondément peut-être dans sa vie, dans son quotidien, outre vraiment mon goût pour le terrain, qui est une histoire de tempérament, de croiser des gens, de parler avec eux, de décrire des espaces, de rentrer dans des vies. Je voulais aussi le vivre comme une expérience personnelle et en effet, c'est de la littérature précisément, je pense, parce que c'est du recueil de témoignages. Alors ça peut, je vais essayer d'aller vite, mais ça peut paraître contradictoire. Mais finalement, dans ce livre, je suis témoin. Je suis pas porte-parole d'ailleurs, parce que je pense que voilà, il y a une indécence à parler pour les autres, mais en revanche, je suis témoin de récits, de vie. D'individus, de corps, d'un espace, de sensations. J'en suis le témoin et je le rapporte dans ce livre. Donc en ce sens-là, c'est un livre de témoignage, mais en fait, le témoignage, met tout de suite en jeu une subjectivité très forte, parce que le témoin, même dans une salle de tribunal ou dans un commissariat de police, le témoin, c'est pas celui qui va dire précisément, objectivement ce qui s'est passé, détailler un événement, dire j'ai été témoin de ça, voilà comment ça s'est passé. Le témoin, c'est celui qui raconte son expérience d'un événement. On est dans la pure subjectivité, on est vraiment dans le récit de sensations, d'émotions, d'idées qui ont été conçues à l'écoute du récit des autres, etc. Et donc, en ce sens-là, je trouve ça intéressant de prendre un peu à bras-le-corps cette affaire de témoignage pour montrer que le témoignage, c'est la réinvention d'une réalité. Et je pense que c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Eh ben, merci beaucoup, Joy. À la folie, donc c'est chez Flammarion pour Joy Sormand, HP, l'asile d'aliénés et puis Crazy 70, c'est à l'association pour Lisa Mandel. En attendant, donc, se rétablir. On vous retrouve tout de suite à la librairie. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Le festival Oh les Beaux Jours remercie Lisa Mandel et Joy Sormand ainsi que Yann Nicole qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des autrices dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 6e édition du festival Oh les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié. Voix Benoît Paqueteau. Musique The Unreal Story of Floride by Fred Nefché and French 79. Un podcast produit par Des Livres comme des Idées.